de l'orage actuellement à Cotonou avec une température de 25 degrés. Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire. Le mois d'octobre est certes fini, mais on continue de parler du cancer du sein. On estime qu'une femme sur 11 sera touchée par ce cancer au cours de sa vie, d'où la nécessité de prévenir à travers le dépistage. Et fini l'époque où les femmes dépendent des hommes. Elles disent elles-mêmes vouloir prôner leur autonomisation afin de participer au bien-être de leur foyer et contribuer à la réduction de la pauvreté. Enfin, c'est une technique de représentation visuelle sur un support plat. Le dessin, un outil pédagogique qui peut contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. À nouveau, bonjour. Je le disais dans les titres, c'est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause. Le cancer du sein qui résulte d'un dérèglement de certaines cellules mammaires qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Des séances de sensibilisation sont donc initiées pour permettre de prévenir le mal. Lazare Migan et René Arrossi pour les détails. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 9 serait atteinte du cancer du sein et une femme sur 27 en meurt. Au Bénin, les organisations de la société civile telles que Octobre Rose par les influenceurs prennent le problème à bras le corps. Des séances d'information et de sensibilisation sur les maladies liées au cancer du sein sont régulièrement initiées. Sensibiliser autour du cancer du sein parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un grand mal aujourd'hui. Je donne souvent un petit chiffre indicateur. Sur 10 femmes qui souffrent de cancer au Bénin, 5 femmes souffrent de cancer du sein. Donc la moitié. C'est pour dire qu'en fait le cancer du sein est vraiment endémique. La dangerosité, le cancer du sein est généreux parce que c'est le seul cancer qui peut se voir par la personne qui est malade. Parce que le sein est sur notre corps, mais il est extérieur aussi, on peut le voir. Donc on peut le voir, on peut le regarder, on peut le palper. Donc s'il y a un problème dans notre sein, on peut le savoir nous-mêmes déjà avant d'aller voir un spécialiste. L'autopalpation permet d'inspecter périodiquement les seins. Plusieurs facteurs favorisent le développement du cancer du sein. La première cause de cancer du sein, c'est qu'elle est génétique. Ça se transmet par un gène de génération en génération, de mère à fille. La deuxième cause, c'est l'âge des premières règles. Il y a des filles qui ont leurs règles très tôt. Il y en a qui ont leurs règles très tard. Il y a l'âge de la ménopause. Alors, s'il y a des femmes qui règlent encore après 55 ans, c'est une ménopause tardive. Il y a des femmes qui ont leur première grossesse après 30 ans, 35 ans. C'est des grossesses tardives. Et toutes ces femmes sont des potentiels risques pour le cancer du sein. Si au cours des 3 dernières décennies, le taux de mortalité a considérablement diminué grâce aux progrès réalisés en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement, des efforts restent néanmoins à faire. Avoir une alimentation équilibrée est déjà un début de solution. Et si les femmes se battent au quotidien contre le cancer du sein, il n'est plus question pour elles de dépendre de leur mari. Elles en prennent conscience et décident aussi de participer au développement socio-économique de leur foyer et par ricochet de leur pays. Conscientes que leur autonomisation participe non seulement au bien-être de la famille, mais contribue également à réduire la pauvreté. Plus de détails. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir
qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, et elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. On change de registre pour parler du dessin qui est défini comme étant une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe dans sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et donc contribuer à l'image culturelle d'un pays. Constantin Adadia nous en parle dans cet extrait. Dessiner devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le simple dessin qui est des gribouillis et autres devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place. À la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images. C'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin.
Quelques nouvelles brèves à présent. Hors de nos frontières, le Sénégal vient de procéder au lancement du projet d'électrification de 300 villages grâce à des mini-centrales photovoltaïques. En tout, 20 000 ménages, soit 180 000 personnes, auront accès à l'électricité dans 15 départements répartis dans 7 régions du pays. Les travaux de construction de ces mini-centrales sont prévus pour durer 48 mois. Ce projet est une opportunité supplémentaire de réduire les inégalités sociales sans distinction entre les différentes zones du pays. Il traduit la volonté des autorités sénégalaises d'améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens dans les villages pour que tout le monde puisse aspirer à une énergie de qualité et abordable. On parle toujours électricité, mais cette fois-ci en Égypte, le pays compte exporter 300 MW d'électricité vers le Soudan à partir du premier trimestre 2020. Un échange énergétique qui se fera par le biais de la ligne de transmission de 220 kW en construction entre les deux pays. Avec les investissements massifs effectués dans son secteur électrique ces dernières années, l'Égypte se retrouve avec un surplus de production de 20 000 MW. Elle travaille donc à exploiter ce surplus vers les pays voisins. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. L'information, ou plutôt le programme, se poursuit sur BB24.